Bonjour à tous, ça devrait fonctionner. Vous êtes plus de 200 à vous être connectés. On attendait encore que les dernières personnes arrivent pour démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement et que vous gérez au mieux cette crise et que vous profitez de ce temps pour être avec vos proches, avec vos familles. Merci d'être aussi nombreux à vous être inscrits à ce premier webinaire ZChef. Donc moi, je suis Xavier Zetoun, je suis un des cofondateurs de ZenChef. ZenChef, c'est une société qui va fêter ses 10 ans cette année et qui est au service des restaurateurs pour vous aider à digitaliser vos réservations sans intermédiaire et sans commission pour que vous puissiez conserver un lien direct avec vos clients. Je suis ravi de voir que parmi les participants, il y a de nombreux de nos clients. On est fiers d'en compter plus de 5. ZenChef, c'est de soutenir la profession par tous les moyens possibles. Et en cette période de confinement, on s'est dit que ce qui serait le plus utile pour vous, c'est de vous donner accès à de l'information pratique pour pouvoir gérer au mieux cette période sur tous les aspects utiles dans la gestion de vos établissements. Et donc, la première priorité, c'est la gestion financière et comment, plus spécifiquement, gérer son budget en période de crise. Vous allez certainement devoir revoir vos estimations cette année. Et donc, on s'est dit que le plus pertinent pour vous serait de faire intervenir un expert du sujet. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Benjamin Larère du cabinet ACL Audit, qui se trouve, que je connais bien, puisque c'est notre expert comptable depuis plusieurs années chez ZenChef, et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc Benjamin, je te laisse te Bonjour présenter. Bonjour à tous, ravi d'intervenir pour ce premier webinaire avec ZenChef. J'espère que vous nous entendez tous très bien. Juste pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Benjamin, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, associé dans un cabinet qui s'appelle ACL, qui est un cabinet qui compte un peu plus de 50 collaborateurs et un peu plus de 2000 clients. Et on accompagne nos clients sur 3 grandes verticales métiers, une verticale d'audit, ce qu'on appelle le commissariat aux comptes, une verticale d'expertise comptable et de conseil, où plus spécifiquement, nous accompagnons nos clients sur des problématiques d'accompagnement financier, de mise à jour de tableau de bord et également de dossiers de financement. La présentation qu'on souhaite vous faire sur ce premier webinaire se décompose en 3 grandes parties. Tout d'abord, on voulait rebalayer avec vous les aides de l'État, comprendre qu'est-ce qui avait été mis en place concrètement, qu'est-ce qu'il faut traiter dans l'urgence, comment optimiser son dossier pour les demandes de prêts garanties par l'État, et enfin, comment fonctionne le chômage partiel, bien que je pense que la majeure partie d'entre vous ont déjà utilisé largement ce dispositif, mais nous rebalayerons les grandes lignes. Puis, dans un second temps, on souhaitait s'intéresser à comment organiser vos flux de trésorerie en 2020, pendant et également après la crise, et donc quelle méthodologie appliquer, quelle vision pouvez-vous donner, comment construire votre plan de trésorerie, et enfin, comment établir son plan de financement et son dossier bancaire. Enfin, un dernier chapitre un peu en guise d'ouverture et de conclusion. Quelles sont un peu les erreurs à éviter, les points de vigilance sur lesquels il faut être particulièrement focus et concentré sur les mois à venir. Et enfin, un peu comment gérer les points de friction avec les éventuels fournisseurs et les établissements bancaires qui vont être très acteurs dans les prochains mois. Benjamin, juste avant de te laisser commencer, je voulais juste préciser à tout le monde que vous pouvez poser vos questions. Certains ont commencé à le faire directement, donc sur le petit volet sur votre droite. Moi, je vais centraliser toutes les questions et puis je les poserai soit à la fin, soit au fil de l'eau si c'est utile pour vous éclairer sur certains sujets. Je vous propose de démarrer du coup avec que faut-il traiter en urgence ? Tout d'abord, sur la partie report du paiement de certains impôts. Donc, il a été prévu un report de 3 mois du paiement des impôts et des contributions sociales
À ce stade, et c'est important de le préciser, ce n'est uniquement que des mesures de report, ce n'est pas de l'annulation. Donc, on vient vraiment décaler son échéance. Ici, la volonté du gouvernement a été d'essayer d'apporter de l'air à toutes les entreprises afin de ne pas qu'elles ne se retrouvent pas complètement asphyxiées par la crise et donc l'absence de revenus, notamment dans les entreprises qui ont été impactées par les fermetures administratives. Il n'y aura pas de pénalité ni d'intérêts de retard qui seront appliqués sur ces reports, évidemment. Et ça ne concerne que les impôts directs. Donc, on les a listés ci-dessous. Donc, ça concerne les impôts sur les sociétés, les acomptes d'impôts sur les sociétés, les reports d'acompte d'IS qui est à faire pour le 16 mars, le report du paiement d'IS qui arrivait à échéance en mars, les taxes sur les salaires et aussi également les CFE, CAE et taxes foncières. Alors, s'il y en a qui avaient particulièrement anticipé le sujet avec des experts comptables prévoyants, vous avez déjà réglé ces échéances avant l'arrivée de la crise, il est possible d'en demander un remboursement en écrivant auprès du SIE. À noter un point extrêmement important, c'est que ça ne concerne que les impôts directs. Donc, et je sais que ça en a étonné plus d'un, sont exclus notamment la TVA, qui est considérée comme un impôt dû. Donc, il est vraiment demandé et souhaité que de par le gouvernement, dans toutes les conférences de presse qu'ils ont pu faire, de régler cet impôt où l'entreprise n'est que en fait, entre guillemets, passe-plat pour le gouvernement et donc de régler les déclarations de TVA. Au cas par cas, il est possible de demander l'étalement en écrivant au SIE pour demander l'étalement comme il est possible de faire habituellement, mais il faut savoir que le non-paiement pourrait entraîner des pénalités puisqu'il n'y a pas eu de consignes données à ce sujet. Néanmoins, les consignes qui ont été données concernent les remboursements des crédits de TVA. Donc là, si vous étiez en crédit, que l'État vous demandait de l'argent, on vous engage vivement à demander le remboursement. Nous, de ce qu'on a pu commencer à mettre en place avec nos clients, la réactivité des SIE est plutôt très bonne. On arrive à obtenir le SIE, c'est grosso modo mis la pression. Enfin, Bercy a demandé à ce que les crédits de TVA soient remboursés sous un mois, ce qui est un délai particulièrement court. Donc, je vous invite à faire ces demandes de crédit et normalement, vous serez remboursé relativement vite. De manière identique, il est possible de demander il est possible de déposer en amont du dépôt de l'alias fiscal toutes les demandes de crédit d'impôt, notamment le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation, peuvent être déposés. En cas de difficultés persistantes, les entreprises sont invitées à se rapprocher du SIE qui fera des approches au cas par cas pour éventuellement demander du report, des remises d'impôts, voire des annulations, mais ça sera vraiment des études au cas par cas. Donc là, il faut vraiment prendre contact avec le SIE. Il n'y a pas de mesure large et massive comme ça peut être le cas dans ce que l'on vous a annoncé sur la slide précédente. À noter un point tout de même important parce que ça peut vous concerner, les contrôles fiscaux en cours sont pour l'instant tous suspendus par l'administration. Donc, c'est un point d'attention. Sur le paiement des charges sociales, je pense que vous l'avez massivement tous mis en place. Le paiement des cotisations sociales et patronales arrivant à échéance le 15 mars peuvent être reportés sur une durée de 3 mois sans pénalité. Elle peut être fait en toute ou partie. Attention, à nouveau, c'est du report et ce n'est pas de l'annulation. Donc, il y a un moment, il y aura quand même un flux cash à sortir. Et ça, c'est important. Notamment, on le verra dans la modélisation de notre cash plan dans un second temps. Donc là, cette modulation du paiement pouvait intervenir jusqu'au 19 mars. Donc, j'espère que vous l'avez tous réalisé. Pour les échéances à venir, ce report a été reconduit. Donc, vous pouvez encore à nouveau reporter jusqu'à 3 mois sans pénalité. Néanmoins, il est très important que les DSN soient déposés et dans un second temps, que vous demandiez le report de ces échéances. Dans les autres dispositifs de report, il y a le report des crédits bancaires, la possibilité de report jusqu'à 6 mois des échéances de remboursement de crédit sans coût additionnel ni pénalité. Là, la démarche est assez simple. Il suffit de prendre contact avec votre banque qui a évidemment généré le crédit et lui demander un report des échéances. Il y a eu des instructions qui ont été données par Bercy. Elles sont globalement toutes acceptées. Donc, il est vraiment de bon ton de le faire. Néanmoins, un point important, toujours dans la partie modélisation de nos flux, seul le capital est suspendu et dans la majorité des cas, vous allez devoir continuer à payer les intérêts. Donc, selon les volumes, il est important de bien l'avoir en tête. Enfin, report des loyers, sujet, je pense que vous êtes un peu concerné.
et vous devez le sentir un peu épineux, puisqu'il a été annoncé un peu en grande pompe par Emmanuel Macron lors de ses différentes allocutions. Sauf qu'aujourd'hui, les loyers sont souvent des contrats privés et qu'ici, il est recommandé d'écrire aux bailleurs pour demander la suspension / le report des loyers durant la période de fermeture. Néanmoins, le gouvernement ne peut pas agir directement car ce sont des contrats privés. Il a donc été appelé à la solidarité entre bailleurs et commerçants afin de limiter au maximum les charges sur les entreprises touchées par la fermeture administrative. Donc là, il y a un vrai échange à mener avec votre bailleur. On attend encore potentiellement des lois qui pourraient aider les petites entreprises, notamment à avoir plus de poids sur leurs bailleurs. Néanmoins, à ce jour, pour l'instant, il y a un appel à la solidarité qui a été lancé par le gouvernement. L'idée générale, il est de dire si vous n'avez pas de rentrée d'argent, il ne faut pas que vous ayez de sortie d'argent. Donc, il est clé de décaler le maximum de ces échéances et on vient de les évoquer. Néanmoins, et on en reparlera aussi un peu plus tard, il est important de ne pas rompre le lien avec l'ensemble de ses fournisseurs au risque d'être pénalisé au jour de la reprise, mais également dans son dossier bancaire, puisqu'il a été clairement dit par le ministre de l'économie que les prêts ne seraient accordés qu'aux entreprises qui ont maintenu le lien de paiement avec leurs fournisseurs. Excuse-moi, Benjamin, une petite seconde sur un petit détail pratique. Il semblerait que certains d'entre vous ne voyaient pas la présentation. J'ai modifié un paramètre qui devrait régler le problème. Donc, pour ceux qui ne voient pas la présentation, est-ce que vous pourriez tenter de recharger la page dans votre navigateur? Ça devrait régler le problème. Tu veux qu'on attende quelques minutes avant de reprendre Non, vas-y, tu peux continuer. Donc, les mises en place de possibilités de financement, on a identifié ici 4 principaux financements. Donc, les 2 premiers financements sont des financements qui sont portés par BPI, qui est le bras armé de l'État en termes de la Banque publique d'investissement, qui va intervenir directement au sein des entreprises. Donc, il existe le prêt rebond et le prêt à tout, qui sont des prêts donc mis par BPI en région, qui sont à l'attention des PME, donc pour le prêt rebond, pour un montant entre 10 000 et 300 000 euros, à un taux fixe préférentiel, donc qui vient destiné à financer le besoin de trésorerie lié à la conjoncture actuelle, mais également une augmentation de son BFR, des investissements immatériels ou corporables à faible valeur de gage. Le prêt est modulé sur une durée de 7 ans avec un différé d'amortissement possible de 2 ans. Donc, ce prêt est à solliciter directement auprès de BPI. Plus spécifiquement, nous, aujourd'hui, on va en reparler après, mais ces prêts-là vont être assez vite sollicités et c'est de l'argent qui est directement mis par BPI, donc ça va être un peu plus long en termes de process que le prêt que l'on va avoir dans un second temps, qui est le prêt garanti par l'État. Il en va de même un peu pour le prêt à tout, qui est également un prêt qui va être décaissé par l'État, où c'est BPI qui va intervenir directement dans les entreprises. Là, ça porte à l'attention des TPE, PME et ETI. Ça va entre 50 et 5 millions d'euros et jusqu'à 30 millions d'euros pour les ETI. Ici, on vient financer un besoin de trésorerie ponctuel avec une augmentation exceptionnelle du BFR liée à la conjoncture. Ce prêt-là est un prêt, ce qu'on appelle du prêt 1 pour 1. Le prêt 1 pour 1, venons dire que la banque met 50 000 euros, BPI met également 5 000 euros. Donc, c'est des prêts qui sont conjoints entre les établissements bancaires et BPI. Enfin, pour préciser sur ces questions des prêts, il y a pas mal de questions. Finalement, quand tu es restaurateur, dans quel ordre tu dois solliciter les banques, la BPI? Et puis, il y avait une autre question sur les taux d'intérêt aussi, si tu peux donner des précisions là-dessus. Ouais, alors on va le voir sur la partie garantie de l'État au nouveau prêt de 300 milliards. Là, on va vous préciser les taux d'intérêt puisque c'est nous, notre recommandation aujourd'hui, il est d'aller massivement vers ce prêt garanti de l'État. Pourquoi? Puisque c'est un prêt qui va être directement donné par vos banques et le prêt va être contre-garanti à 90% par l'État, même pas par BPI, c'est vraiment l'État qui va intervenir pour contre-garantir votre prêt. Et c'est vraiment sur ce dispositif-là que l'État a décidé d'allouer le maximum d'argent, puisque un montant de 300 milliards a été débloqué pour contre-garantir les prêts. Et je vais vous présenter juste après le dispositif. Juste avant. Bien.
Allô? Ouais. Ouais. Allô? Ouais. Ça a légèrement Bon, coupé, mais c'est revenu. j'espère que tout fonctionne. Euh, Je crois qu'il y a un petit problème de réseau. Parce que Benjamin a eu un petit souci de connexion Internet. On va laisser se reconnecter. En attendant, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Il y en a déjà beaucoup qui sont arrivés. Donc, j'essaie de les regrouper. Et puis, Désolé, la Benjamin, il connexion a quelque répondra. peu sauté chez moi. Voilà, c'est bon, t'es de retour. Super. Donc, sur le pré-rebond, le prêt-à-tout, c'est vraiment des dispositifs qui sont en cours de déploiement. Donc, il y a assez peu d'informations encore dessus. Ça sera forcément des taux relativement faibles. Mais aujourd'hui, on a assez peu d'informations de la part de BPI il existe des dossiers de presse que vous devez pouvoir récupérer sur le site de BPI. Il existe assez peu d'informations à ce jour sur le financement. En revanche, on en a beaucoup plus sur le prêt garanti de l'État. Juste un mot sur le fonds de solidarité. Ça concerne toutes les TPE je pense que vous êtes massivement concernés, notamment en tant que restaurateur. Ça concerne les TPE ayant fait un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros, fermeture administrative ou une perte de 70% de leur chiffre d'affaires. Il y a une aide qui peut aller jusqu'à 1 500 euros. Donc là, le dispositif va être ouvert à partir de demain, directement sur votre site impôt.gouv. Vous allez pouvoir et faire cette demande de prêt en faisant une attestation sur l'honneur que vous remplissez bien les conditions et ça pourra vous débloquer cette aide. À noter que l'aide pourra être abondée de 2 000 euros par la région. On a eu quelques précisions à ce sujet. Ça concernera essentiellement les entreprises qui n'ont pas pu bénéficier du prêt contre-garanti par l'État. Je vous propose d'aller un peu sur l'essentiel qui est ce prêt contre-garanti par l'État, qui est vraiment la mesure forte aujourd'hui sur laquelle nous, on vous incite très fortement à vous lancer. Comment il va s'agencer ce prêt? Donc, c'est déjà, il va être mis en place directement par les établissements de crédit. Donc, c'est vos banques qui vont octroyer des prêts qui vont être contre-garantis par l'État. Les entreprises éligibles sont globalement la majorité des entreprises nationales, à l'exclusion, évidemment, des SCI et des sociétés de financement. Il y a un point sur lequel il est important d'avoir votre attention, et c'est un point de droit communautaire. L'État ne pourra aider que si vous respectez des ratios d'entreprise, que vous êtes au-dessus des ratios de l'entreprise en difficulté sur les règles communautaires. Ce ratio, il est assez simple. Vous devez ajouter votre capital plus la prime d'émission éventuelle que vous divisez par 2, auquel vous ajoutez vos réserves, votre report à nouveau et votre résultat. Et la somme doit vous amener, elle doit être supérieure à 0 pour permettre l'éligibilité du dossier auprès de BPI. Et c'est vraiment très important lorsque vous allez soumettre votre demande que ce ratio soit respecté. Donc, en amont, veillez à ce que ce ratio soit bien respecté. Juste, Benjamin, pour éviter les petits bruits de notification, normalement, à côté du bouton Action, tu dois pouvoir les désactiver juste en haut à droite. OK, c'est que fait. Ça devrait aider. Et quid des sociétés qui sont sur des procédures que soit qui sont soit enfin procédures sociales, liquidation, redressement, etc. Est-ce qu'elles sont éligibles? C'est un bon point. Ça mérite il faut que je n'ai pas la réponse de mémoire. Il me semble que de mémoire, si la procédure a été engagée sur 2020, vous pouvez. Avant, je pense que c'est un peu plus compliqué. À voir après le premier point, c'est vraiment ce respect de ce critère-là, donc qui doit être supérieur à 0, qui est le capital plus la prime divisé par 2, plus les réserves et le résultat de la période. Sur ce point, on pourra vous faire une communication peut-être plus établie, parce que là, je ne pourrais pas vous dire de bêtises à ce sujet. Et peut-être sur le ratio, parce que c'est pas forcément une notion pour laquelle tout le monde est familier, et peut-être qu'on pourrait envoyer juste la méthode de calcul à la fin aux participants Ouais, bien sûr. pour qu'ils puissent simuler ça directement sur leur compte. Bien sûr, on pourra sans problème.
Vas-y, je te laisse continuer. Comment ce prêt va concrètement fonctionner? Donc, c'est un prêt qui va être consenti entre le 16 mars et le 31 décembre 2020 inclus. Cette fourchette est super importante. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir demander à plusieurs fois ce prêt. Ça ne veut pas dire que vous devez demander 100% de la demande dans un premier temps. La fourchette de demande est relativement large. Et du moment que vous ne dépassez pas le seuil, donc qui est de 25% du chiffre d'affaires pour le montant du prêt total, vous pourrez faire plusieurs demandes et aussi du coup adapter en fonction de vos besoins. Néanmoins, nous, notre recommandation, elle est plutôt quand même de viser juste le premier coup et de demander le bon montant. Donc ce prêt, comment il va venir? C'est un prêt de trésorerie tout d'abord d'1 an, ce qu'on appelle un prêt in fine. Il comportera après une durée d'amortissement. Donc le montant sera prêté à l'entreprise pour 12 mois et au bout de ces 12 mois, on vous demandera ce que vous voulez faire de ce montant-là. Est-ce que vous voulez le rembourser ou est-ce que vous voulez l'amortir sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans supplémentaires? Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais dans la demande de financement, il est assez important. Il n'y a pas trop de risque de demander un peu plus, si ce n'est le fait de dire la demande est complètement décorrélée de l'activité de l'entreprise. Mais en revanche, si vous avez du cash non consommé, vous pourrez totalement, au bout des 12 mois, le rendre et n'étaler qu'une partie du montant prêté. La mesure très importante, c'est évidemment que ce prêt va être contre-garanti à 90% par l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous empruntez 100 000 euros, il y a 90 000 euros qui seront couverts par l'État. Et en cas de défaillance, c'est l'État qui sera garant pour vous. Donc, le risque pris par la banque n'est plus que de 10%. Néanmoins, et c'est assez important, il y a quand même cette notion de risque pris par la banque. Et donc, il y a quand même 10 points qui seront pris par la banque, donc comité de crédit. Donc, la possibilité de soumettre plusieurs demandes sur la période, donc ça, je voulais indiquer, mais il y aura uniquement la possibilité de faire qu'une demande en avril. Possibilité d'inclure plusieurs banques et de constituer un pool bancaire. C'est assez important. Dans ce cas, il est important de partager l'enveloppe de financement en fonction des flux actuels et futurs. C'est-à-dire, vous pouvez travailler avec plusieurs établissements sur votre restaurant, mais peut-être que à vous d'ajuster en fonction aussi de l'appétence que vous avez avec certains établissements bancaires, certains conseillers banquiers qui vont avec certains banquiers qui vont au final présenter votre dossier en comité de crédit, d'allouer la poche de financement en fonction de la banque qui vous paraît être le plus réactive dans cette situation-là, même si, d'une manière générale, toutes les banques ont été appelées à être extrêmement réactives sur ce flux, sur cette demande. Aucune caution personnelle peut être demandée par un banquier sur ces prêts-là. Alors, normalement, il n'a pas vocation. La vocation vraiment de l'administration, il est là d'ouvrir les vannes. Il ne faut pas que l'économie se grippe. Il faut vraiment que les choses repartent. Donc, c'est vraiment, en vrai, 300 milliards, c'est colossal. C'est l'enveloppe dégagée est vraiment extrêmement significative. Donc là, on est vraiment sur un dispositif massif visant à, pardonnez le terme, mais vraiment à arroser le marché de cash pour permettre aux entreprises de se remonter. Donc, il faut évidemment en profiter tout en ayant en tête des points un peu importants, mais je crois que c'est abordé sur la slide d'après. Il faut être en capacité de le rembourser. Donc, si vous demandez 1 million d'euros et que vous êtes dans l'incapacité de rembourser sur 5 ans 1 million d'euros, la demande ne passera pas. Il faut aussi avoir une juste adéquation entre votre niveau de demande et votre capacité à rembourser le prêt. Sur les montants, c'est un prêt qui va être fait à prix coûtant par les banques. Donc, la seule rémunération, donc le prix coûtant pour les banques, aujourd'hui, on s'endette à taux négatif sur les marchés. Donc, le prix coûtant, ça veut dire que ça va rien coûter à la banque, donc ils vont rien vous facturer. En revanche, il y aura juste le coût de la garantie par l'État qui va vous être facturé. Donc, ça sera 0,25% la première année, puis après un taux qui montera jusqu'à 1%. C'est sincèrement des conditions de marché qui sont assez incroyables. Ce matin, j'assistais à un webinaire justement avec Nicolas Dufourc de la BPI. Et il disait qu'il y a certaines agences bancaires qui respectent pas encore à 100% les consignes qui viennent de la direction. Il faut un certain temps et puis en plus ils sont tous en télétravail, ils sont pas forcément habitués les conseillers bancaires. Donc ça risque de prendre peut-être un certain temps avant que l'information redescende. Et il disait justement si jamais il y a des refus de prêt, il faut vraiment pas hésiter à faire remonter ces refus à la BPI. Pour qu'ils puissent faire le nécessaire pour faire appliquer les consignes. Comme tu dis, il y a une vraie volonté de donner des prêts massivement et même si les banquiers sont peut-être pas encore formés partout, il faut peut-être leur laisser un petit peu de temps.
il y a une médiation du crédit qui sera mise en place dans un second temps, on le verra en fin de slide. Mais oui, en fait, même ce dispositif, il s'appelle le droit au crédit. Néanmoins, le droit ne veut pas dire l'obligation puisque ça passe par les banques. Donc là, il y a quand même une notion d'acceptation de la part des établissements bancaires, d'où l'importance de faire un bon dossier bancaire et on verra comment le construire. Dernier point sur ce dispositif, donc sur le modus operandi, tout d'abord, c'est prendre contact avec votre banquier, soumettre votre demande de prêt. Votre banquier va analyser cette demande, vous donner son préaccord, donc là, c'est la phase de comité de crédit. Et après, l'entreprise devra accomplir une démarche sur le site de BPI en vue de finaliser la signature du prêt. Le contrat sera un contrat standard qui va être le même entre toutes les banques. Donc, si vous travaillez, j'en sais rien, avec la BNP, la Société Générale, il vous est tout à fait possible, si vous faites une demande de 200 000 euros, d'allouer 100 000 euros sur chacun des établissements. Au contraire, soyez le plus transparent possible. Et à nouveau, si vous travaillez avec 2 établissements bancaires, vous ne pouvez évidemment pas demander la même poche aux 2. Il faut les mettre en lien, mais tout le monde est habitué à cela dans la partie bancaire, donc ça ne sert à rien de jouer sur plusieurs tableaux, mais au contraire, de constituer un pool a vraiment du sens parce que vous divisez la zone de risque. Au lieu de faire porter 20 000 euros sur un établissement bancaire, vous divisez 10 000 euros chacun. Et ça a vraiment c'est aussi un critère d'analyse. Et les banques, elles aiment bien être à 2, aller vers un dossier. Si BNP a dit oui, Société Générale est souvent rassurée. Donc, il y a un vrai côté, le côté multibancarisé peut vraiment avoir du sens. Nous, les premiers retours sur les dossiers qu'on a montés pour tous nos clients sont que les banques ont un tout petit peu eu du mal au début à bien comprendre parce que les annonces ont été faites très rapidement par le gouvernement. Mais là, aujourd'hui, toutes les communications ont été faites, les premiers retours ont été donnés, les premiers comités de crédit se sont tenus. On va être sur des comités de crédit qui vont être très courts par rapport à ce que vous avez pu connaître auparavant. On peut imaginer des comités de crédit d'à peine 15 minutes sur lesquels les banques vont se prononcer avec des prises de décision extrêmement rapides pour pouvoir vraiment diffuser largement cette demande de financement. Les 2 principaux points qui vont être analysés dans ce comité de crédit, c'est tout d'abord l'exposition à la crise, en quoi vous êtes impacté. Donc là, pour vous, restaurateurs, vous avez, je pense, beaucoup de matière à donner dans votre support. Et enfin, quelle est votre capacité à rembourser? Il est évident qu'on ne prêtera pas s'il y a du risque en remboursement. Donc, à vous de mettre en exergue votre capacité à rembourser et du coup d'avoir un cash flow positif permettant le remboursement de cette dette-là. On vous a juste copié rapidement le communiqué de presse du gouvernement qui indiquait qu'un accord conjoint avait été trouvé avec évidemment les banques et le ministère de l'économie en vue vraiment d'examiner toutes les demandes, de donner des réponses rapides et de les distribuer massivement à prix coûtant les prêts garantis par l'État pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises. Donc, c'est pour ça que nous, on vous invite à aller sur ces dispositifs plutôt qu'à les prêts à tout rebond qui, dans un second temps, auront sans doute du sens, mais qui vont être un peu plus longs à mettre en exergue, sachant que le nombre de dossiers déposés va être très important. On revient sur le chômage partiel, mais vu que nous sommes déjà à 30, peut-être qu'on peut passer assez vite parce que je pense que vous avez globalement tous mis en œuvre ce dispositif. Il n'y a pas de questions particulières, je crois, sur le chômage partiel. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Mais a priori, c'est la première mesure que vous avez appliquée. Ouais, de passer relativement vite sur ce sujet. Juste un point, moi, qui est important, je pense, c'est que l'État rembourse l'employeur dans un délai annoncé de 10 à 12 jours. Ça, aujourd'hui, c'est ce qui a été donné par l'État. Ça paraît extrêmement ambitieux. Pourquoi? Le nombre de demandes de chômage partiel est extrêmement significatif. Aujourd'hui, ça paraît, peut-être qu'ils vont réussir à le faire, mais rembourser l'ensemble des demandes sous 10 jours paraît être vraiment complexe. Donc, il faut vraiment prévoir suffisamment en trésorerie pour vous permettre potentiellement d'accuser un certain retard sur le délai de traitement de l'administration. Et ça, c'est assez important de l'avoir en tête dans la modélisation de vos flux, c'est-à-dire de ne pas penser que le 10 avril, vous allez recevoir votre indemnité de chômage partiel parce qu'il est possible que cela prenne peut-être quelques précisions concernant les mandataires sociaux, puisqu'il y a de nombreux restaurateurs qui sont présidents de SAS. Qu'est-ce qui est prévu pour eux? Les mandataires sont positifs, malheureusement.
En revanche, ils peuvent bénéficier du fonds du fonds de solidarité et donc demander l'indemnité de 1 500 € qui sera versée à l'entreprise. Ok. Et concernant les délais, là, tu parlais donc du remboursement, et pour ceux qui n'ont même pas encore eu accès au site d'activité partielle, qui est toujours bloqué pour certains, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous devez recevoir presque. Alors, malheureusement, que relancer les URSSAF, le nombre de demandes a été extrêmement important, surtout en Île-de-France. Donc, il est possible qu'en Île-de-France, vous ayez un peu plus de délai. En province, nous, ce qu'on a observé, c'est que ça allait relativement plus vite. Mais c'est pour ça que l'administration a prévu une rétroactivité de 30 jours. Donc, a priori, tout le monde pourra bénéficier de ces identifiants permettant la mise en place du chômage partiel d'ici là, mais n'hésitez pas surtout à relancer. On a vu plein d'erreurs, des erreurs de code, des erreurs d'affectation. Il y a eu pas mal de problématiques à gérer au niveau des URSSAF. Il y a l'engorgement du service. Nous, notre OCO, elle est de continuer à être un peu pushy avec les URSSAF pour avoir les éléments. Il y avait une question aussi sur le nombre d'heures travaillées. Il y a eu des nouveautés aujourd'hui qui sont sorties, notamment la possibilité d'indemniser pour les contrats aux 39 heures. Avant, il n'y avait que 35 heures qui étaient indemnisées. C'est tout récent. Il y a une communication de la Directe qui a eu lieu aujourd'hui, je crois, de mémoire. Donc, ça peut concerner certains établissements qui avaient des contrats à 39 heures. Du coup, l'administration va bien prendre en compte les 39 heures. Vous n'aurez pas ce delta à assumer. Enfin, vous savez que l'indemnité, c'est 70% du brut. Si vous décidez de maintenir 100%, la quote-part de 30% était soumise à charge sociale. Et de ce que j'ai appris aujourd'hui, mais encore une fois, on va attendre l'ordonnance et la confirmation, ces 30% ne seraient pas, si vous maintenez, les 30% ne seraient pas soumis à charge sociale. Donc, c'est une dépense qui ne sera pas indemnisée par l'État, mais elle ne sera pas soumise à cotisation sociale. Toujours dans une démarche de maintenir un peu d'argent dans l'économie et de ne pas faire perdre trop de pouvoir d'achat aux salariés. Et concernant les forfaits jours qui peuvent arriver, est-ce que c'est pareil? Ouais, c'est éligible. Ils ont tout revu. Le forfait jour, on l'a indiqué. Je crois que c'est indiqué de mémoire. Hop. Nativité. On l'a passé, mais bon, en tout cas, oui, effectivement, vous avez le droit au forfait jour. Vous n'avez pas de sujet. Voilà, les salariés en forfait jour ou heure sur l'année peuvent désormais bénéficier de ce dispositif. L'avant-dernier point. Ok. Ok, je pense que c'est clair sur le chômage partiel. Pour ceux je vois qu'il y a une question, quelqu'un qui a fait une demande le 19 mars et qui a toujours pas reçu ses codes. Ça commence à être un peu long, je pense aussi. Il faut vraiment recontacter les URSSAF. Alors après, est-ce que voir pourquoi la demande est bloquée aujourd'hui chez eux, je sais que c'est super compliqué. Si vous avez fait cette demande au travers de votre expert comptable, qu'il n'hésite pas à lui contacter via les numéros directs qu'on peut avoir sur les URSSAF. 10 mars, ça paraît quand même assez étonnant, ça fait quand même 20 jours. Ça fait quand même un délai assez significatif. Et il y avait une petite question aussi sur les congés payés pendant le chômage partiel. Comment ils sont traités? Est-ce qu'ils sont reportés? Est-ce qu'on en cumule? Alors, en fait, c'est une suspension du contrat, donc vous ne cumulez pas. C'est une suspension de votre contrat lorsque vous êtes en chômage partiel. En revanche, la toute nouvelle ordonnance a permis aux entreprises d'imposer des congés payés à leurs salariés durant cette période de confinement. C'était un point qui avait été pas mal remonté par les entreprises, c'est-à-dire que va-t-on faire de ce solde de congés, puisque quand on va redémarrer, on va demander aux salariés de travailler et pas de poser leurs congés. Donc, du coup, il est possible, durant cette période de chômage partiel, d'imposer des congés à ses salariés. Et donc, le texte octroie jusqu'à 6 jours de congés avec une période au moins d'1 jour de préalable à la demande du coup, là, dans ce cas-là, il faut sortir le cash quand même. Il n'y a pas l'économie de cash, mais on économise les congés payés qui devraient être pris dans le futur. Exactement, vous allez diminuer exactement le nombre de congés payés et en fait pouvoir bénéficier de vos salariés quand ils vont être de retour. Ils vont pouvoir effectivement être en salle ou au fourneau et pas en congé et vous retrouver du coup à devoir faire face à un manque de personnel. Il y avait un sujet aussi, est-ce que dans la restauration, il y a des contrats à 42, 43 heures? Est-ce que c'est pareil que 39 heures?
Alors, moi, la seule communication que j'ai lue, c'est sur ce 35-39. Après, sur la notion, je pense que la notion au-dessus, c'est des heures supplémentaires. Alors, ça devient un peu plus technique. Et donc, là, je n'aurai pas forcément la réponse maintenant. Il y a pas mal de personnes qui demandent si les slides vont pouvoir être disponibles après. Alors, la présentation en soi, non. En revanche, vous aurez le replay qui pourra être envoyé. Et d'ailleurs, vous allez le recevoir automatiquement quelques heures après la fin. Donc, voilà, si vous voulez le repasser tranquillement, vous pourrez le faire. Donc, organisez votre flux de trésorerie en 2020 après la crise. Avant d'organiser ces flux de trésorerie, il faut avoir la vision. C'est-à-dire comment essayer au maximum d'imaginer comment les choses vont se dérouler. Personne n'a de boule de cristal, personne ne sait comment va se positionner les prochains mois, vont se positionner les prochains mois. Néanmoins, il est primordial de bien monitorer et projeter son niveau d'encaissement et de décaissement sur les 6 à 18 prochains mois pour tenir compte aujourd'hui de cette situation qui est vraiment sans précédent. Alors, sans être trop alarmiste, mine de rien, les indicateurs macroéconomiques disponibles, et vous pouvez le lire dans la presse, le voir à la télé ou à la radio, on est quand même dans une crise majeure qui risque d'aller plus loin que la crise sanitaire et qui risque d'impacter notre économie sur une période assez longue. Ça, après, encore une fois, c'est nous plutôt ce que l'on ressent, les indicateurs que l'on voit au niveau macro qui nous laissent penser ça. À cela va aussi s'ajouter un point qui est à mon avis assez important, c'est qu'on va peut-être avoir un comportement un peu anxiogène des consommateurs avec une certaine prudence dans les déplacements, dans le niveau de dépenses. Pourquoi ? Parce que beaucoup de salariés, on a vu plus de 2 millions de chômeurs partiels, vont du coup avoir une baisse de pouvoir d'achat. Les gens vont être un peu plus frileux dans leur niveau de dépenses. Donc, il n'est pas dit que l'on reparte sur un niveau équivalent à celui sur lequel nous étions. Ainsi, les prévisions d'activité que vous allez faire sur le second semestre doivent vraiment anticiper cette reprise d'activité lente et prudente, avec des incertitudes notamment, dans les premières incertitudes qui nous viennent, c'est les mois d'été. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août ? Est-ce que les gens vont prendre 3 semaines de vacances comme c'était le cas ? Est-ce que les gens vont au contraire devoir travailler pour attraper le retard du mois de mars-avril ? Tout ça est un gros point d'interrogation encore, et pourtant votre demande de financement, il faut l'établir maintenant. Donc nous, la recommandation, il est d'être vraiment prudent sur cette reprise et d'essayer de modéliser au mieux en fonction de cette prudence vos flux de trésorerie. Et donc, c'est également prévoir plusieurs scénarios et se laisser de la marge dans la demande de financement pour maintenir un niveau de disponibilité suffisant pour tenir le temps de la reprise. Il est possible que si la reprise démarre tranquillement en septembre, vous soyez dans une situation où vous brûlez du cash, c'est-à-dire que vous avez plus de dépenses que d'encaissement. Et donc, du coup, il va falloir que vous anticipiez ce fait de brûler du cash et de ne pas forcément en gagner. Et ça s'anticipe dans la demande de financement dès maintenant. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura la possibilité de soumettre une deuxième demande de financement. Tant que vous n'avez pas atteint votre seuil de 25% du chiffre d'affaires, vous pourrez soumettre une deuxième demande de financement. Encore une fois, l'enveloppe globale accordée par l'État devrait permettre à tout le monde de bénéficier de ces aides-là, d'autant plus dans votre métier qui a été l'un des premiers touchés. Je me permets de rebondir sur le chômage partiel. Finalement, c'est un peu le même principe. Il vaut mieux prévoir large, quitte à réduire par la suite. Si finalement l'activité reprend plus tôt que prévu, ce sera toujours mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Tout à fait. Donc là, on vous a rapidement déposé comment modéliser très concrètement vos flux de trésorerie. C'est assez simple. Il faut partir d'un tableau Excel, c'est ce qui est mieux, avec une vision cash. Nous, ce qu'on appelle une vision cash, c'est une vision épicière. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai en trésor, qu'est-ce que j'ai en caisse quand je démarre, qu'est-ce que j'aurai à la fin du mois. Donc, c'est vraiment positionner trésorerie début de mois. Quels sont mes flux entrants? Quels sont mes flux sortants? J'obtiens ma trésorerie de fin de mois. Et vous positionnez ça sur tous les mois à venir, sur les 18 prochains mois, et vous monitorez vos encaissements et vos décaissements afin d'obtenir votre solde de trésorerie disponible chaque fin de mois. Il est évident qu'il faut être le plus exhaustif possible. Donc là, on a mis donc les flux entrants pourraient être les recettes, les remboursements de chômage partiel. On peut penser au crédit de TVA. On peut penser évidemment au financement. Donc le prêt contre garantie par l'État viendrait dans les flux entrants. Dans les flux sortants, il y aura les salaires, les impôts, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs hautes, donc les charges fixes qu'on aurait pu décaler, entretien, loyer, parking, etc. et les remboursements de l'emprunt.
Donc, c'est vraiment une vision assez simple au final qui pourra totalement servir à illustrer votre demande de financement, mais qui va vous permettre vraiment de monitorer et de prévoir vos flux de trésorerie sur les prochains mois. Toujours dans la méthodologie à appliquer, il faut mettre à jour régulièrement ses prévisions. Donc, pour mettre à jour régulièrement ses prévisions, il est important de monter un modèle avec des hypothèses simples, changeables, qui va vous permettre l'application de plusieurs scénarios et ainsi réussir à trouver positionner le bon curseur. Donc, il est vraiment important par exemple, on pourrait, dans un métier comme dans la restauration, il faut identifier ses drivers, ce qui va positionner le BP, modéliser les flux. Donc, ça va être le ticket moyen, le nombre de tickets par jour. Il faut que ces cellules simples soient vraiment identifiées et changeables facilement. Le petit tips, la petite roco qu'on peut vous faire, lorsque vous allez modéliser votre revenu, vous l'identifiez dans des petites cellules d'une couleur particulière, vous identifiez votre ticket moyen, votre nombre de tickets par jour et vous en déterminez un revenu. Et ce revenu-là, vous êtes capable de le modéliser, de le modifier assez facilement en changeant uniquement ces deux cellules qui font tourner l'ensemble de votre modèle. Vous pouvez également y rajouter une saisonnalité et un pourcentage de réussite ou pas, vous permet d'avoir quelque chose d'assez simple. L'idée, c'est de pouvoir un peu jouer avec votre modèle pour trouver la bonne adéquation entre votre besoin, votre capacité de remboursement et pouvoir passer avec un peu de sérénité cette crise autant que faire se peut. On recommande également d'indiquer une colonne réalisée à la semaine, au mois, afin de bien monitorer votre cash et tangibiliser vos hypothèses. Derrière ça, qu'est-ce qu'on veut dire? On pense que c'est très compliqué de viser juste la première fois. C'est même quasi impossible. Du coup, le bon point, c'est de mettre à jour régulièrement ces flux en disant « Tiens, effectivement, j'ai oublié ça, je le mets à jour pour la prochaine fois. » Ou « Tiens, j'avais vu un peu large, ça, je ne vais pas utiliser. » C'est d'avoir un modèle agile au final, et donc la côté réalisé, budgété, vous permettra de pouvoir remettre à jour chaque semaine, chaque mois vos hypothèses. Identifier son besoin de cash. Donc, au final, la question est combien je vais demander à ma banque. Mais le montant que vous allez demander à votre banque, il va venir assez naturellement le jour où vous allez positionner vos dépenses, donc vos flux sortants, mais aussi que vous allez mettre également vos flux entrants. Le delta va faire apparaître un besoin de financement et c'est ce besoin-là que vous allez demander à faire financer. Donc, il est important que vous ayez bien l'exhaustivité des dépenses. On va essayer de les passer en revue rapidement tout à l'heure. Mais c'est donc les coûts de reprise de dossier, les coûts de redémarrage des restaurants, les coûts marketing, les coûts événementiels pour relancer votre restaurant. Il est important de bien les prévoir et de les mettre dans votre… Il y a pas mal de questions autour de la date à laquelle l'activité va réellement reprendre. Est-ce que c'est au moment où le confinement va se terminer? Est-ce que tu as une boule de cristal? Non, c'est hyper dur. Nous, aujourd'hui, pour donner ce qu'on fait dans nos BP, on part sur 3 mois out, donc mars, avril, mai, juin. Après, peut-être aujourd'hui, quand même, si on est un peu rationnel, on en a au moins pour le 15 avril annoncé. Ça redémarrera jamais d'un coup. Donc, on en a au moins jusqu'à fin avril s'il y a des régions partielles qui vont pouvoir être réouvertes au fur et à mesure, sans doute. Et après, il va quand même falloir que vous redémarriez vos restaurants, reconstituer des stocks. Vous n'allez pas ouvrir du jour au lendemain. Donc, il y aura, à mon avis, si on est même assez prudent, début juin me paraît déjà optimiste et juillet me paraît raisonnable. Voilà l'hypothèse qu'on fait. De toute façon, aujourd'hui, vous y allez pour faire financer auprès de votre banque. Donc, en gros, le scénario le plus pessimiste, sans pour autant être trop négatif, parce que si vous êtes trop négatif, on n'oublie pas qu'il y a quand même une prise de risque de la banque. Donc, si vous êtes trop négatif globalement sur votre capacité à relever la tête, la banque, elle ne va pas vous prêter. C'est un juste équilibre entre c'est compliqué, voilà pourquoi on demande tant. En revanche, quand ça va reprendre, on va retrouver notre niveau d'après. Et c'est ça dans tout le dossier bancaire et dans le pitch. Donc, toi, ta recours en termes de pourcentage du CA habituel, là, sur les prochains mois, c'est 0 pendant 3 mois. En gros, jusqu'à juin inclus. Et après, à partir de juillet, tu mettrais combien jusqu'à la fin de l'année en pourcentage de CA habituel? C'est compliqué dans les bonnes, peut-être pour travailler ce point-là, c'est de prendre ce que vous avez réalisé l'année dernière, se dire qu'est-ce que j'ai réalisé l'année dernière et de dégrader l'hypothèse, c'est-à-dire je vais faire 25% de moins que l'année dernière. Ça peut être un bon rationnel. Le bon rationnel, c'est si vous avez fait un budget, se dire tiens, mon budget est reposé sur quoi? Ok, je vais faire 50% de moins que mon budget. C'est essayer de se raccrocher un peu à un rationnel par rapport à l'année dernière. Et après, c'est aussi très sensible par rapport aux saisonnalités.
Globalement, est-ce que à Paris, typiquement le mois d'août était toujours un mois relativement faible, mais néanmoins, si tout le monde travaille, ça sera peut-être un mois important. C'est hyper compliqué de savoir comment ça va se faire. Donc, faut essayer d'avoir un scénario voilà, prudent, mais évidemment, nous, on est plutôt sur de la réserve sur les 3 prochains mois. Et surtout, c'est après faire passer le message à la banque que ça ne mettra pas un mois à redémarrer. Il y a pas mal parmi les participants à ce webinaire qui sont soit en création d'entreprise ou qui ont créé il y a quelques mois leur restaurant. Déjà, est-ce qu'ils ont accès aux aides, aux prêts et comment ils font leur BP finalement s'ils n'ont pas d'historique N-1? Ouais. Alors, vous avez bien le droit au financement. Alors, comme vous n'avez pas d'antériorité, vous ne pouvez pas choper les 25%, vous n'avez pas le seuil de 25%, mais vous avez 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvellement créées. Donc, c'est le seuil qui vous permet d'emprunter. Après, il faut remodéliser si vous avez ouvert un restaurant il n'y a pas si longtemps, vous avez forcément levé un peu de dette, donc vous avez dû présenter un business plan. Donc, il faut reprendre les hypothèses de ce business plan et venir les dégrader. Vous pouvez dire, voilà, je vais faire 50% de moins que ce que j'avais budgété, ce qui est normalement une hypothèse que je trouve pas mal parce que votre demande de financement, elle devait être relativement… en tout cas, le BP devait être relativement optimiste pour vous permettre d'obtenir le financement. Là, l'effet, c'est plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire aller chercher une demande de financement, donc du coup réduire quelque peu le côté optimiste du BP. Donc, dégrader un BP de 50% me paraît pas idiot, en tout cas comme raisonnement. Et tu penses que ceux qui sont en projet de création, avec la conjoncture actuelle, dans les prochains mois, vont pouvoir obtenir des prêts pour lesquels ils avaient déjà prévu de déposer des demandes, ou ça risque d'être compliqué? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez pu le voir sans doute, c'est que la majorité des banquiers sont sous l'eau. Moi, je les trouve relativement mobilisés, mais il y a énormément de demandes qui ont été émises. Donc, c'est sûr que vous n'avez toujours pas ouvert de compte en banque et que vous voulez ouvrir un compte en banque dans les prochaines semaines, ça va être un peu plus complexe parce que vous avez la majorité des banquiers qui vont être préoccupés sur ce sujet-là et de répondre aux demandes de leurs clients actuels. Donc, l'ouverture d'un compte va être sans doute un peu plus complexe que ce qu'on pouvait connaître d'alors. Et en plus, vous allez ouvrir un compte et dans la foulée demander un financement. Alors qu'il n'y a aucun track record sur le restaurant, sur la compagnie, sur l'entreprise. Donc, c'est un peu plus sûr que ça mener. Après, il faut y aller au cas par cas. Je pense que chaque banquier sera libre, mais bon, il faudra quand même qu'il traite les demandes de financement de ses clients actuels avant d'en accepter. Il y a pas mal de demandes autour d'un modèle de BP. On va essayer de vous créer un petit template Excel sur lequel vous pourrez vous baser si vous avez besoin de refaire vos estimations. On va essayer de vous envoyer ça pareil dans le mail qui sera envoyé automatiquement je sais pas si ce sera directement le premier, mais en tout cas d'ici quelques jours on va essayer de vous concevoir ça et on le mettra disponible sur nos supports ZenChef. Oui, un point qui est quand même important. Donc, ce prêt devra faire l'objet d'un remboursement. Donc, n'oubliez pas qu'il faudra le modéliser quand même. Donc là, c'est pour quand même tangibiliser votre demande, ne pas avoir les yeux non plus trop gros. Et donc, avoir le bon niveau d'endettement versus la capacité de remboursement de la société sur 5 ans à l'issue de la période de différé. Donc là, c'est vraiment bien. Le banquier aussi, il va dire, attendez, il va dire, voilà, quel est le niveau d'activité, quel est le niveau de cash flow disponible par l'activité. Donc, le cash flow, c'est ce qui va vous permettre de rembourser versus l'échéance de remboursement. Si l'échéance de remboursement vous met en cash flow négatif dans 2 ans, la demande sera refusée parce qu'il a besoin de matérialiser. Alors après, les banques, sur le délai de 15 minutes qui vont s'accorder pour étudier votre dossier, ne vont pas non plus mener un audit extrêmement poussé de votre dossier. Mais c'est pour ça que la qualité du dossier et le côté précis des hypothèses que vous mettrez en exergue permettra très facilement aux banquiers de comprendre votre besoin et de bien le pitcher lors du comité de crédit. Et donc, du coup, je pense qu'à donc là, on vous avait précisé relativement comment construire votre plan de trésorerie. Si on redescend un peu dans les grands agrégats. Alors après, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment des premières… Sur la partie revenus, voilà, on pouvait prendre 50% du budget, 25% du CA-N-1. Identifier les drivers et les coûts variables. Les drivers, c'est vraiment ce qui va vraiment conduire désolé pour l'anglicisme, qui va vraiment conduire votre BP, c'est-à-dire
Typiquement, dans un BP de restaurateur, ça va être votre ticket moyen et la fréquentation, et le nombre de tickets. Donc ça va être vraiment le nombre de couverts fois le prix moyen du couvert égale mon revenu. Ça, c'est vraiment le marqueur de base. Et à vous de le modéliser pour qu'il puisse avoir un modèle agile et que vous puissiez faire plusieurs scénarios. Sur la partie salaire, donc l'État annonce pouvoir rembourser le chômage partiel entre 10 et 12 mois. Néanmoins, il faut anticiper un décalage sans doute supérieur. Nous, en vrai, dans nos hypothèses, on est sur 1 mois et demi. Après, encore une fois, je ne sais pas s'ils vont y arriver. S'ils y arrivent, c'est magnifique. Néanmoins, ça nous invite à de la prudence. Donc, prévenir très rapidement votre banquier que vous n'êtes pas capable de payer les salaires, le chômage partiel. Les charges sont en report, donc attention, on va devoir les payer dans 3 mois. Donc, bien les modéliser dans votre flux de cash out sur les mois à venir. Stock, attention à bien réapprovisionner sans connaître la date d'ouverture. Donc là, il va falloir aussi positionner à un moment donné le réappro de votre matière première. Et également, vous pouvez indiquer aussi les pertes, évidemment, que vous avez subies lors de cette fermeture qui a été annoncée au dernier moment. Sur les coûts de réouverture, ne pas oublier tout ce qui va être coûts de marketing. Donc, on pense assez logiquement que vous allez devoir besoin de communiquer, d'avoir plus d'apparitions de presse, d'être présent sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes de communication. Donc là, il est important d'allouer un budget à ça. Et surtout, en fait, je pense que c'est compréhensif pour un banquier. C'est-à-dire que si vous lui dites, moi, je ne pourrais pas réouvrir, il me faudra faire un événement à 5 000 €, donc j'ai besoin d'emprunter 5 000 € pour cet événement, ça a du sens. Après, libre à vous de le faire ou pas, mais je veux dire, ça a quand même du sens. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ça a du sens de mettre dans les coûts des coûts de réouverture, des coûts de remise au propre du restaurant, des coûts de formation des équipes pour les réhabituer au process. Ça a du sens, surtout s'il y a une fermeture de 2 mois. Donc ça, c'est des coûts d'animation que vous pouvez indiquer. Il y a évidemment les coûts reportés, les loyers. Donc bien faire attention si vos loyers n'ont pas été annulés, mais ont été juste reportés, étalés sur les 6 prochains mois de l'année. Mais ça va vous faire des mensualités plus importantes, à vous de les positionner. L'avantage de l'adosser à un financement, c'est que vous allez pouvoir lisser ce prix de loyer sur la durée de l'emprunt. Et après, évidemment, vos charges fixes, ce qui est quand même nécessaire au quotidien, est-ce que vous n'avez pas pu décaler parce que vous en avez Pour les loyers, du coup, c'est quoi la procédure si tu veux pouvoir décaler ton loyer? Comment tu gères ça avec ton bailleur? Vous pouvez écrire à votre bailleur et lui demander, et c'est une négociation à mener. Il n'y a pas de décret qui impose, il n'y a pas de cas qui vous impose qui vous permet de ne pas payer votre loyer. Après, après, il n'y a pas de. Aujourd'hui, c'est vraiment une discussion, c'est un contrat privé, donc le gouvernement a évidemment passé des accords avec les grands bailleurs, que peuvent être Unibail, Kepler ou des éléments comme ça, des grands bailleurs de ce type-là. Après, les bailleurs individuels qui sont dans la majorité des restaurants, aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui les impose de suspendre le loyer. Donc, c'est une négociation à mener, en tout cas pour l'heure. Peut-être que les choses vont évoluer, mais pour l'instant, il n'existe pas de loi ou de décret qui impose aux bailleurs de ne pas facturer le loyer, ou en tout cas de le J'ai vu, je crois que dans les baux de restaurants, en cas de fermeture administrative, parfois il est précisé que du coup le loyer peut être pris en charge par l'assurance. Donc, je ne sais pas si toi tu as entendu la même chose. Ouais, c'est un peu, ça dépend vraiment des contrats d'assurance, mais grosso modo, les contrats, dans la majorité des cas qu'on a vus, les contrats d'assurance ne couvrent pas les risques sanitaires. Donc, souvent, les assurances ne sont pas mis à contribution, ce qui pose quand même un sujet dans cette crise-là, d'une manière générale. Donc, il peut y avoir à étudier au cas par cas avec votre contrat d'assurance et votre courtier. Il y a d'ailleurs eu pas mal d'initiatives lancées par des chefs, notamment Stéphane Jego. Il y a eu une pétition qui a été signée des dizaines de milliers de fois, justement pour faire pression sur les assurances. Je crois que là, le sujet a été clos et que le gouvernement s'est entretenu avec les principales assurances et qu'ils ont publié, ça y est, le décret. Donc, les assurances vont participer à une sorte de pot commun. Mais en tout cas, maintenant, ça a été, je crois, assez clarifié. On pourra vous envoyer, si vous voulez, le détail sur ce qui a été enfin statué avec les assurances. Ici, on vous a positionné un peu à quoi pourrait ressembler un dossier bancaire. Nous, en tout cas, les grands agrégats que l'on verrait, un peu un sommaire. On trouve bien de commencer par l'atterrissage 2019
Et si vous avez évidemment un compte de résultat janvier-février 2020, ça permet en fait de repositionner la tête du banquier là où vous en étiez. Souvent, on n'a pas non plus des discussions quotidiennes avec son banquier, donc ça permet de repositionner ce que faisait la société, ses chiffres, les grands agrégats, où vous en étiez et surtout montrer que vous êtes quand même sexy et que vous avez de l'avenir et que du coup, on peut se faire financer. Le marché, votre positionnement, bon, dans les grandes lignes, c'est-à-dire voilà, que vous êtes sur un marché sexy, que vous avez d'un potentiel de croissance, que la manière dont vous avez le marché évolué aujourd'hui, votre positionnement, etc. Voilà, ça donne un peu le contexte et le marché sur lequel vous opérez aujourd'hui. Dans un second chapitre, on vous invite à parler du Covid-19 et les impacts sur votre activité et les projets en cours. Donc là, il s'agit vraiment d'énumérer tout ce qui a été stoppé à cause de ces fermetures administratives. Et également les solutions qui ont été entreprises, c'est-à-dire chômage partiel, report des échéances fiscales, sociales, demande de financement, report des loyers. Donc là, vous venez lister les impacts et les solutions. Après, vous venez indiquer votre besoin de financement avec 6 grands points. Tout d'abord, vous allez positionner votre cash plan sur 8 à 12 mois, permettant d'établir le besoin de financement. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la partie précédente. Puis après, le détail du besoin de financement, c'est-à-dire plus spécifiquement les coûts de reprise et venir donner un peu de granularité à votre besoin de financement pour montrer que ça n'a pas été fait au doigt mouillé, mais qu'il y a derrière une vraie réflexion. Ça montre aussi la construction et la pertinence du cash plan et du besoin de financement. Le détail des hypothèses relatives au chiffre d'affaires, moi je trouve ça très important parce que ça permet aux banquiers de vous se mettre à votre place. L'allocation du besoin de financement par établissement bancaire et le contrôle du respect des seuils, les capitaux propres supérieurs à 0 et également 25% du chiffre d'affaires. Vous matérialisez dans un second temps le cash plan annualisé sur 3 ans, permettant de mettre en exergue la capacité de la société à rembourser ce prêt. Et enfin, il est de bon ton de rappeler l'endettement global de la société, eu égard à sa trésorerie, à ses fonds propres, d'avoir un petit ratio qui permet, si vous voulez, de dire « Ok, j'y vais, l'entreprise est solide ». Enfin, dernière partie, un peu en guise de conclusion, assurer la pérennité de votre établissement. Quelles sont les erreurs à éviter? Alors, je ne sais pas si c'est exhaustif. On a essayé avec Xavier de réfléchir aux erreurs à éviter. Alors, on ne les a pas toutes. Néanmoins, on a réussi on pense que celles-là sont significatives. Geler 100% des paiements. Moi, je pense que c'est vraiment une erreur. Déjà, parce que vous allez briser la relation avec vos fournisseurs. Et que lorsque vous devrez redémarrer, il est possible que eux aussi, si vous leur avez fait subir si vous leur avez fait subir une perte alors qu'ils vous ont livré des marchandises et que vous leur avez fait subir ce délai de trésorerie, ils risquent d'être fortement impactés et de ne plus vouloir travailler avec vous dans un second temps. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Et par ailleurs, je pense que ça peut être un frein à votre déblocage de crédit, puisqu'il a été clairement dit par le gouvernement qu'il n'y aurait pas de prêt à ceux qui ne payaient pas leurs fournisseurs. On en revient au deuxième point, c'est rompre la communication avec ses fournisseurs, ses équipes, ses clients. Moi, je pense que c'est très important de conserver un lien avec ses équipes durant ces périodes de confinement. C'est important de conserver un peu un esprit d'équipe, d'avoir une culture d'entreprise qui va vous permettre de dire tiens, on redémarre le 1er juillet, vous êtes tous là à 9h et on va y arriver. C'est très important de garder cette culture. Et de même, ses clients, essayer de trouver un peu d'animation sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de recettes mises en ligne par les restaurants, on voit beaucoup de live qui peut être fait sur une recette de cuisine. Je pense que c'est clé pour un moment quand vous allez réouvrir, redonner un peu ce dynamisme à vos clients qui sont souvent des clients habitués. D'ailleurs, sur le sujet de la communication, qui est effectivement très importante, même en temps de crise, on va avoir un prochain webinar. Donc, a priori, ce sera vendredi. Je vous tiendrai au courant pour ceux qui ont déjà participé à celui-ci, avec une agence de communication spécialisée dans les restaurants et qui fera sur le même format qu'aujourd'hui une intervention. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous transmettrai. Normalement, ça devrait être vendredi dans l'après-midi, 15h. Ça reste encore à confirmer, mais oui, c'est hyper important de communiquer, que ce soit avec ses équipes ou encore avec ses clients, sa communauté sur ses réseaux sociaux, même en temps de crise. Il faut vraiment pas arrêter.
Dans les autres points, on a mis surestimer la reprise et sous-estimer la demande de financement. Évidemment, c'est lié. Si vous anticipez des revenus qui ne se réalisent pas, vous allez minimiser votre demande de financement et vous risquez d'être à court de cash et de consommer votre besoin de financement. Donc, il est important vous l'aurez compris, de faire ça avec prudence et de ne pas surestimer une reprise en disant ça va être la folie, tout le monde va être dehors. Évidemment que le week-end sorti de confinement, il y aura un certain engouement. Après, est-ce que cet engouement va se poursuivre sur une durée de 6 mois avec des mois d'hiver? Pas convaincu. Établir une demande de financement complètement décorrélée des besoins. Si vous y mettez des coûts qui n'en sont pas ou qui ne sont pas relatifs au Covid-19, si vous allez chercher à faire financer une mauvaise gestion depuis 3 ans, je pense que ça sera compliqué et ce n'est pas non plus la boîte de Pandore. Et le risque, il est d'être blacklisté et d'essuyer un refus. Donc, il est important d'aller établir une demande de financement corrélée avec votre besoin et votre capacité de remboursement. Le risque, c'est évidemment de ne pas avoir l'exhaustivité de ces dépenses, de projeter des dépenses partielles. Et enfin, le risque aussi, il est de faire ça dans votre coin sans demander d'accompagnement, soit d'experts comptables, soit de professionnels du chiffre, permettant de vous aider à modéliser vos flux, d'avoir une relecture, de confronter peut-être ensemble avec d'autres confrères le dossier, ce qui a été passé, avoir des échanges entre vous, vous permettant d'avoir des feedbacks sur vos premiers échanges avec les banquiers et de construire au final ensemble un support qui est bien en adéquation avec les demandes de chacun. Voilà. Après, en guise dans les points de friction, ouais, donc au niveau de la banque, fait formaliser un support et expliquer avec pédagogie les besoins. C'est assez important la notion de pédagogie. Il faut imaginer que les banquiers vont être surchargés de demandes. Et comme tout humain, on fait des choix. Et du coup, il est important que le choix se porte sur vous. Donc, il est important d'avoir le plus de pédagogie, d'être le plus clair, de tenir compte que les banquiers vont recevoir des milliers de demandes et qui conservent une part de risque non couvert qui est de 10% du crédit. Et donc, il faut, malgré la pression que vous subissez et l'absence de revenus, il est clair qu'il faut essayer d'être le plus clairvoyant sur la situation, mais en même temps en restant positif et en étant pédagogue et en étant compréhensif que le banquier ne va pas vous donner la réponse dans 1 heure sur une demande de crédit. Et ça, il faut être pushy sans être trop. Enfin, c'est un doux, c'est un savant dosage. Mais voilà, et il faut réussir à bien le manier. Donc, important d'aller vers les banques avec qui vous avez aujourd'hui une certaine appétence à travailler ensemble et avec qui vous avez une bonne relation, parce qu'il y a des chances que ça accélère un peu. En cas de refus de la banque, il est possible de se rapprocher de la médiation du crédit aux entreprises afin de retenter une demande de crédit. Enfin, sur vos fournisseurs, si vous avez coupé les paiements dans ces 15 derniers jours pour X raisons, pour la raison que l'absence de revenus et évidemment de préserver le peu de cash que vous aviez pour payer vos salaires, je vous invite vraiment à donner des nouvelles à vos fournisseurs, de les appeler un par un, d'expliquer la situation, de leur donner de la visibilité, de proposer des échéanciers, de surtout pas rompre ce contact et au besoin d'avoir recours à un médiateur pour trouver une solution. Voilà, on pense que c'est vraiment, vraiment important. Enfin, les points de vigilance en guise de conclusion, c'est préparer la reprise avec les équipes, les stocks, la communication, le lieu, le mettre en état pour qu'ils puissent réouvrir après 2 mois ou 3 mois de fermeture. Conserver une vision cash précise et surtout lucide, donc projeter et actualiser les flux entrants et sortants, comparer le projeté réalisé et enfin anticiper et monitorer au mieux votre trésorerie. Et enfin, limiter vos engagements, essayer de réduire vos expositions sur les contrats sur lesquels vous alliez vous engager, sur les demandes d'investissement un peu significatives, peut-être les réduire et rester agile avec la possibilité de couper certaines dépenses que vous avez peut-être prises et qui ne seront pas Merci utiles beaucoup, à très court terme pour Benjamin. votre C'était business. vraiment hyper intéressant, Voilà. hyper clair pour tout le monde. Et on a reçu beaucoup de messages en ce sens qui te remercient. Je pourrais te les faire lire après. Et merci à tous qui vous êtes connectés. Vous êtes 300 environ, donc c'est pas mal. Il y a encore quelques questions. Donc, je vais essayer. J'en ai reçu vraiment beaucoup. Donc, on ne pourra pas toutes les traiter malheureusement, mais on va quand même essayer de répondre à quelques questions qui sont revenues le plus souvent.
Il y en a une, pour revenir et être vraiment super précis sur les cotisations sociales sur le chômage partiel. En gros, ça coûte combien in fine en sortie de cash pour l'entreprise quand on met ses équipes en chômage partiel? Alors, ça va dépendre vraiment du montant des rémunérations de vos salariés. Ce qui est couvert par l'État, c'est 100% s'il est au SMIC et 70% au-dessus jusqu'à 4 fois et demi le SMIC. Pour votre salarié, c'est un Et impact donc de zéro charge 84% sociale. du net, Où elles soit sont. 100% si vous êtes au SMIC. Ok. J'essaie Ouais, tout à de fait. reprendre les Zéro charge sociale. questions. Je pense qu'on est, non, on est pas mal. Hein. En fait, il y a énormément de messages pour tout vous dire qui juste nous remercient et donc du coup, ça a un peu mis toutes les questions qui étaient posées au début. Ouais, en ce qui concerne tout ce qui est fournisseur EDF, eau, il y a eu des mesures en ce sens. Comment en bénéficier? Ouais, donc là, effectivement, il y a une mesure qui vous permet de suspendre les prélèvements d'eau et d'électricité, Il effectivement, y a une qui sont question à aussi mettre sur en place beaucoup de restaurateurs ont déjà des vos, prêts en cours qui sont plus ou avec vos moins fournisseurs. anciens. Est-ce qu'on peut quand même bénéficier des nouveaux prêts spécifiques à cette période malgré les anciens prêts? Oui, bien sûr, évidemment. En fait, là, on vient vraiment, c'est un prêt qui vient vous accompagner sur les conséquences du Covid-19 sur votre activité. En fait, normalement, tout bon prêt, il a dû être mis en place avec une demande de financement. En gros, vous voulez ouvrir un restaurant, vous avez demandé un financement pour les travaux de votre restaurant. Très bien. Cet argent, il vient financer les travaux. Ils ont venu financer les travaux. Super Normalement, il n'est clair. pas venu faire financer les activités Je pense ou qu'on a les fait coûts de le tour reprise. sur les Donc, c'est vraiment questions. deux On n'aura enveloppes pas forcément complètement le temps différentes. de tout y... Ouais. Vas-y, hein, si t'envoies auquel tu veux répondre, n'hésite Une pas non question sur les plus. retraites. J'ai vu passer, voilà, je l'avais indiqué ici. Un report Top. peut être demandé pour le règlement des cotisations de retraite complémentaires. Oui, la réponse est oui. Je vois passer, peut-on rembourser un ancien prêt? Là, encore une fois, en fait, ça ne va pas répondre aux besoins initial. C'est-à-dire que dans toute la construction du. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas passer. Peut-être que ça peut passer. Mais dans l'essence même du texte, enfin, ce que veut venir ce prêt, ce que vient financer ce prêt, c'est l'impact de la crise. Donc, si vous pitchez qu'en fait, vous voulez faire un leverage sur les taux, c'est en inadéquation avec l'essence même et la communication qui a été faite par le gouvernement et les banques sur ce prêt. Donc, il est important qu'on ait une bonne adéquation entre les deux. Pour les stocks invendus, non. Pour moi, j'ai pas non, il n'existe pas de dispositif particulier. Nous, on les a fait financer au travers des demandes de financement. Pour nous, c'est de la perte et on les fait financer. Comme de la dette, en fait, c'était votre BFR. C'est vrai qu'il y a encore des questions sur tout ce qui est mandataires sociaux, gérants salariés. Donc, ça fait partie de vos passifs à faire je crois qu'il n'y a financer. pas grand-chose, hormis la fameuse aide des 1500 euros, c'est ça? Ouais. Je, je, j'en fais partie, Pour donc les mandataires sociaux? je sais bien, je me Ouais, suis tout bien à fait. renseigné Ouais. sur le sujet aussi et il n'y a pas grand-chose Après, vous quand on est pouvez mandataire aussi faire social. financer Mais après, vous pouvez aussi faire financer votre salaire. J'entends par là, à vous de positionner dans votre flux de sortie votre rémunération et la faire financer. Alors, c'est pas extraordinaire puisque c'est mieux quand c'est l'activité plutôt que là avoir après cette dette sur 5 ans. Mais il est Bon, je pense possible de faire qu'on va financer. terminer. Ça paraît avoir du sens. Merci encore énormément, Benjamin, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions.
Et donc, bon, merci à tous ceux qui ont participé. Donc, on va continuer Grand les plaisir et ravi webinaires d'avoir pu vous être un peu Z-Chef. utile. Fort du succès de ce premier, on est vraiment ravis du taux de participation. Et donc, il y aura différents sujets. Donc là, il y a la communication qui va arriver. Puis il y en a d'autres. On va essayer de maintenir un rythme de 1 à 2 par semaine pendant toute la durée du confinement pour vous aider à traverser au mieux cette période un peu difficile pour tout le monde, mais dont je suis sûr on ressortira tous encore plus fort. Et donc, c'est le moment de prendre ce temps-là pour prendre un peu de recul et gérer tous ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Donc, merci encore à tous et passez une très bonne après-midi. Merci à tous. Bon après-midi.